Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce mercredi. Nasser Bourita, porteur d'un message verbal de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a été reçu à Tunis par le président Kais Saïed. Le message du souverain porte sur les relations bilatérales, les moyens de les développer davantage et la situation au niveau régional et international. Un grand oral très attendu, celui du chef du gouvernement devant les parlementaires. Saad El-Hathmani a présenté la stratégie de l'exécutif pour la gestion de l'après-urgence sanitaire. Une feuille de route pour relancer l'économie a également été exposée. L'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le Royaume sera prolongé jusqu'au 10 juillet. Un allègement progressif des mesures de confinement a également été décidé par le gouvernement. Comment ces décisions seront mises en œuvre? Les détails dans ce journal. Accompagnée par le respect des gestes barrières, elle permet de circonscrire la propagation du virus. Lancée le 1er juin, l'application Wiqayatna vient de passer le cap du million de téléchargements. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, cette audience accordée au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, porteur d'un message verbal de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a été reçu à Tunis par le président Kais Saïed. Selon un communiqué de la présidence de la République tunisienne, Nasser Bourita, émissaire du souverain, a à cette occasion transmis les salutations de Sa Majesté le roi au chef de l'État tunisien. Ce message royal porte sur les relations bilatérales, les moyens de les développer davantage et la situation au niveau régional et international. Arrêtons-nous à présent sur ce grand oral qui était très attendu, celui du chef du gouvernement. Devant les parlementaires, Saad El-Hathmani a présenté la stratégie de l'exécutif pour la gestion de l'après-urgence sanitaire. Une feuille de route pour relancer l'économie qui a enregistré une baisse de 30% pour le seul mois d'avril a également été exposée. Saad El-Hathmani a également évoqué la mise en place d'un fonds d'investissement public. Revenons en détail sur toutes ces annonces avec Amina Abdral. Une intervention très attendue du chef du gouvernement au Parlement, Saad El-Hathmani, qui explique d'emblée les motivations du plan de déconfinement progressif, un déconfinement également différencié selon les régions. Mais pourquoi l'exécutif a-t-il prévu 2 zones d'assouplissement? Le chef du gouvernement répond. Il existe une grande différence entre des régions vastes qui n'ont enregistré aucun cas et où le dernier cas a été détecté il y a 2 semaines et des régions qui concentrent le plus grand nombre de personnes testées positives. Le nombre de préfectures et de provinces qui font l'objet de ces mesures d'allègement est de 59 contre 16 préfectures et provinces où le confinement est toujours de rigueur, précise Saad El-Hathmani. Interrogé sur la baisse de 25% dans les échanges commerciaux au Maroc, le chef du gouvernement rassure. Au niveau national, toutes les activités économiques et commerciales vont reprendre à partir de demain, sauf celles qui peuvent générer de grands rassemblements comme les salles de cinéma ou encore les théâtres. Après cette intervention, place aux réactions et questions des députés de la majorité et de l'opposition. Les deux s'accordent à dire que la communication a fait défaut dans la gestion de cette crise sanitaire. Le gouvernement s'est montré hésitant à plusieurs reprises, ce qui a créé beaucoup de confusion chez les Marocains. Il y a eu une véritable course aux annonces et aux déclarations, sans toutefois permettre aux citoyens de discerner le vrai du faux. Nous notons la réaction positive à notre demande, celle d'alléger progressivement les mesures de confinement. Mais nous nous attendions aussi à voir une stratégie globale pour la levée de ce confinement avec un agenda précis et des priorités bien définies. Le chef du gouvernement a aussi fait le diagnostic de la situation sanitaire. Selon lui, le pire a été évité car seulement 1% des capacités du Maroc en service d'urgence a été utilisé.
Que doit-on retenir de ces annonces faites par le chef du gouvernement? Comment va se structurer la reprise et quelles sont les modalités du plan de relance de l'économie? Pour répondre à ces interrogations, Mehdi Boukhari, chef du service économique, est avec moi sur le plateau. Mehdi, bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Alors, première question, Mehdi, quels sont les secteurs économiques et les commerces qui sont concernés et qui sont aujourd'hui autorisés à reprendre leur activité? Tous sont concernés. Ihsan, industrie, commerce, services et professions libérales sont appelés aujourd'hui à participer à cet effort de redémarrage de l'économie marocaine, et ceci au plus vite. Un appel lancé aujourd'hui par le chef du gouvernement sous la coupole de l'hémicycle, à l'exception bien sûr des théâtres Ihsan, des salles de cinéma, des malls et quelques professions. En fonction des zones, les entreprises peuvent reprendre leur activité à condition, bien sûr, de respecter les mesures de sécurité sanitaire. Aujourd'hui, il est urgent d'atténuer les effets du coronavirus sur notre économie. Il faut dire que le coût de la crise est important. 1 milliard de dirhams de pertes par jour, une baisse de 30% de l'activité industrielle en avril et 25% des transactions commerciales. Cette pandémie a obligé 132 000 entreprises à arrêter temporairement son activité, tout en mettant au chômage partiel 950 000 salariés, des pertes que l'on tente Ihsan de rattraper en redémarrant graduellement notre économie. Alors, le chef du gouvernement a annoncé une stratégie de relance de l'économie marocaine. Que faut-il, Mehdi, retenir concrètement? Ihsan, c'est une reprise de la machine économique et tout un chantier de relance qui se fera en 3 étapes, selon le chef du gouvernement. Il y a tout d'abord cette stratégie à court terme dont le fer de lance, c'est le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020, un projet qui sera d'ailleurs présenté dans ses grandes lignes lors du prochain Conseil des ministres avant d'être déposé au Parlement. Une feuille de route budgétaire qui devrait revoir et adapter les projections de croissance, d'endettement, de déficit budgétaire à cette conjoncture économique particulière. Elle devra comprendre notamment les leviers et mécanismes de sortie de crise, des mesures d'urgence qui devront permettre de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs marocains, d'apporter un soutien aux secteurs économiques les plus vulnérables, mais aussi de renforcer les budgets alloués aux secteurs jugés prioritaires comme la santé et l'éducation. S'en suivra par la suite Ihsan et dans une seconde phase, le plan de relance économique prévu pour 2021, toujours en cours d'élaboration, mais tout à l'heure, le chef du gouvernement nous a donné un aperçu sur ses principaux piliers, un plan qui couvre une période d'1 an et demi et qui va s'articuler autour dans l'encouragement du produit local, le soutien des secteurs sinistrés et des TPME, mais aussi le lancement de plans de relance sectorielle. Et pas seulement, il est également question de renforcer l'investissement public, de donner une nouvelle impulsion au programme Intelaka et enfin de créer un fonds d'investissement public. L'enjeu est de pouvoir redonner à l'économie marocaine tous les moyens pour rebondir efficacement et revenir à son niveau avant crise le plus rapidement possible. Alors, Mehdi, on a parlé du court terme. Qu'en est-il de la stratégie à long terme? Cette troisième phase, Ihsan, est placée sous le signe d'un décollage, pour ne pas dire d'une transformation structurelle de l'économie marocaine, un pacte pour le décollage économique et l'emploi, qui devrait poser les jalons d'une économie marocaine forte et résiliente dans un nouveau monde transformé par la Covid-19. Et cela ne peut se faire, comme l'a souligné le chef du gouvernement, sans l'accélération des réformes structurelles, l'intégration du secteur informel, la promotion de la recherche scientifique et le renforcement de notre compétitivité économique. Une nouvelle vision économique qui sera extrêmement liée, Ihsan, à ce chantier de réflexion autour du nouveau modèle de développement du Maroc. Mehdi Boukhari, chef du service économique, merci pour cet éclairage. Et l'impact de cette crise sanitaire est d'une ampleur inédite. Selon la Banque mondiale, le monde connaît sa plus vaste crise économique depuis 150 ans. L'économie planétaire doit se contracter de 5,2% cette année à cause du coronavirus, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est le nombre de pays qui se retrouveront en récession qui fait de cette crise la pire depuis la Grande Dépression des années 1870, souligne la Banque mondiale. Et vous le savez, le gouvernement réuni en conseil hier a décidé de prolonger jusqu'au 10 juillet 2020 l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le Royaume depuis le 20 mars dernier. Le gouvernement a également opté pour un allègement progressif des mesures de confinement, un allègement qui prend en compte la situation épidémiologique de chaque région. Les détails avec Mamadou Diaye. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, une des décisions majeures prises lors de ce conseil du gouvernement. Une décision visant à limiter la propagation du Covid-19 dans le royaume.
Ce décret porte premièrement la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et ce à partir du mercredi 10 juin à 18h jusqu'au vendredi 10 juillet 2020. Conseil du gouvernement à l'issue duquel la mise en œuvre d'un plan d'assouplissement des mesures de confinement a été également décidée. Un plan d'assouplissement qui permet une reprise des activités industrielles, commerciales, artisanales, des activités et métiers de proximité, mais également une réouverture des souks hebdomadaires. Par ailleurs, certains lieux de rassemblement restent fermés tels que les hammams, cinémas, théâtres, cafés et restaurants sur place, entre autres. Aussi, l'assouplissement des mesures de confinement se fait suivant une répartition en 2 zones en fonction de la situation épidémiologique. L'assouplissement progressif des mesures de déconfinement se fera par étapes, prenant en compte les disparités dans le cadre de la situation épidémiologique dans les différentes régions et provinces du Royaume. Ce plan de déconfinement progressif devrait permettre à terme une reprise sans risque de propagation massive du virus de l'activité économique et sociale. Port du masque, distanciation sociale et respect des gestes de prévention, les autorités publiques invitent ainsi tous les citoyens à poursuivre les efforts de lutte pour stopper la progression du Covid-19. Et pour mieux comprendre comment va s'opérer cet allègement progressif, Rita Saha vient de nous rejoindre sur le plateau. Rita, bonsoir. Alors Rita, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 10 juillet prochain. Et depuis cette annonce, il y a un petit amalgame. Beaucoup de gens ont du mal à différencier état d'urgence et déconfinement. Qu'en est-il réellement ? Tout à fait, Ihsen. Vous le savez, face au flux d'informations et surtout de fake news qui ont circulé et circulent toujours sur les réseaux sociaux, tout le monde se pose la même question depuis plusieurs jours. Sommes-nous déconfinés ou pas ? Il faut tout d'abord différencier, bien distinguer cette notion d'état d'urgence sanitaire avec celle du confinement. L'état d'urgence, c'est le dispositif général mis en place dans le cadre de cette crise sanitaire et le confinement est l'une des mesures, donc parmi tant d'autres, prises dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire. Alors Rita, concrètement, qu'est-ce qui va changer à partir de demain 11 juin ? Ce qu'il faut savoir, Ihsen, c'est qu'il ne s'agit pas d'un déconfinement progressif au sens propre, on parle plutôt d'un allègement progressif du confinement. Vous le savez, le royaume est aujourd'hui partagé en 2 zones. C'est un peu d'un côté celle des bons élèves et de l'autre celle des moins bons élèves. Je parle bien sûr de ceux qui ont respecté ou non, comme il se doit, ou pas bien sûr, les gestes barrières et le confinement. Intéressons-nous tout d'abord à la zone 1. Sont concernées 59 provinces et préfectures, notamment l'Oriental, Bni Mlel Khnefra, Drata Filelt, le Souss Massa, la Youn Saqi El Hamra, Dakhla Ouad Dahab, Gelmim Ouadnoun, ainsi que toutes celles qui apparaissent à l'écran en vert. Eh bien, les personnes qui habitent dans cette zone 1 pourront sortir sans aucune autorisation à l'intérieur de la préfecture ou de la province où elles se trouvent. Donc, plus besoin de ce document exceptionnel pour se déplacer. Pour ceux qui souhaitent se déplacer à l'intérieur de leur région, toujours en zone 1, ils n'auront besoin que de leur simple carte d'identité nationale. Sachez également que vous pourrez emprunter les transports publics qui reprendront du service à plus de 50% de leur capacité en termes de places assises. Autre bonne nouvelle, Ihsen, vous pourrez désormais profiter de bons bols d'air frais et du beau temps en extérieur, car les parcs, jardins et places publiques se trouvant dans la zone 1 vont rouvrir. Les habitants de la zone 1 pourront d'ailleurs reprendre leurs activités sportives en extérieur. Cette autre mesure qui, je le pense, va faire plaisir à de nombreuses personnes, la réouverture des salons de beauté et de coiffure avec une capacité d'accueil de 50%. Les autres restrictions qui avaient été mises en place sont-elles toujours de mise, à savoir l'interdiction des rassemblements, des réunions, des fêtes, des célébrations de mariage ou encore des funérailles. Passons maintenant, Ihsen, à la zone 2. Si vous vous trouvez dans les préfectures de Tanger, Assela, dans la province de l'Areish, dans la préfecture de Fès, la province d'El Hajeb, les préfectures de Rabat Salé, Sreret, la province de Kenitra, la préfecture de Marrakech et enfin dans la préfecture de Casablanca, Mohammedia ou les provinces d'El Jadida, Noasser, Ben Slimane et Barchid, eh bien, il faudra encore s'armer de patience. C'est un peu la zone des mauvais élèves.
Tout à fait. Car face à la situation épidémiologique, eh bien, les restrictions sont plus drastiques donc, dans notre zone. Pour tous les déplacements, si vous devez vous rendre au travail, faire les courses ou aller chez le médecin, il vous faudra encore vous munir de cette fameuse autorisation exceptionnelle de sortie. Vous pourrez tout de même, comme la zone 1, emprunter les transports publics, avec cette fois-ci moins de 50% des places assises disponibles par véhicule. Enfin, les commerces qui se trouvent en zone 2 et sont autorisés à ouvrir devront fermer leurs portes à 20 heures précises. Les autres restrictions décrétées depuis le 20 mars dernier restent donc effectives dans cette zone. Toutes ces données IHSEN sont bien évidemment pas figées, elles sont amenées à évoluer en fonction toujours de la situation épidémiologique, elles seront réévaluées chaque semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut être en zone 1 et dans une semaine passer en zone 2. Tout à fait. On peut redevenir de bons élèves. Effectivement. Et pour terminer, il est important de rappeler que le gouvernement a également appelé l'ensemble des citoyens à continuer de respecter les mesures de prévention sanitaire, tous ces gestes barrières qui nous protègent et vous protègent face à ce virus, notamment le port du masque qui, je le rappelle, est obligatoire, ou encore le respect de la distanciation sociale. Rita, merci pour toutes ces précisions. Un mot à présent sur cette mise au point concernant la réouverture des mosquées. Le Conseil supérieur des Ulama indique que cette réouverture se fera en temps opportun et en coordination étroite avec le ministère de la Santé et les autorités compétentes, tout en tenant compte de la situation épidémiologique dans le Royaume. Et pour garder l'épidémie sous contrôle, le Royaume a décrété l'état d'urgence sanitaire le 20 mars dernier, un choix stratégique et une mesure exceptionnelle qu'implique exactement cette disposition juridique. La réponse dans ce reportage de Jade Abeldan, le récit et de Mehdi Foudi. Le confinement fait partie d'un ensemble de décisions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tout comme la fermeture des frontières, le port des masques ou encore l'interdiction des rassemblements et d'une série d'autres mesures. L'état d'urgence sanitaire au Maroc intervient conformément à l'article 21 et l'article 24 de la Constitution. Ces articles visent à assurer la sécurité de la population et du territoire national. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 juillet. Un état d'urgence accompagné d'une série de mesures d'allègement du confinement qui diffèrent selon les régions et provinces. La capitale Rabat, par exemple, fait partie de la zone 2, une zone où les commerces fermeront à 20 heures. Quant au transport public urbain, ils reprendront service avec seulement 50% de leur capacité. Nous sommes très affectés par cette pandémie. Nous attendions la levée du confinement avec impatience, mais finalement, il ne s'agit que d'un assouplissement. Toutes les autorités publiques accomplissent leurs devoirs comme il faut. Le citoyen doit à son tour s'engager à respecter les décisions prises. Durant cette période exceptionnelle qu'est l'état d'urgence sanitaire, les autorités publiques peuvent prendre toutes les mesures nécessaires par décret ou décision administrative, circulaire ou encore par voie de communiqué. Le gouvernement est autorisé également à prendre, en cas de nécessité, toute décision exceptionnelle et urgente à caractère économique, financier, social ou environnemental. Déconfinement, confinement, état d'urgence, toutes ces mesures sont dictées par la situation épidémiologique. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé lors du point de presse quotidien, 71 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, ce qui porte le bilan total à 8508 cas. Un nouveau décès a été répertorié à Casablanca et concernant les guérisons, 72 nouvelles rémissions ont été recensées durant ces dernières 24 heures. Accompagnée par le respect des gestes barrières, elle permet de circonscrire la propagation du virus. Lancée depuis le 1er juin, l'application Wiqayatna est particulièrement utile avec le début de l'assouplissement du déconfinement. Cette application vient de passer le cap du 1 million de téléchargements. Reportage Abd Samad Taam, le récit est de Samia Halsi.
Othman est commerçant, sa profession lui impose le contact direct avec des centaines de personnes par jour. Parmi eux, certains pourraient être porteurs asymptomatiques du Covid-19. Il n'a pas hésité à télécharger l'application Wiqaitna. Mon message aux commerçants, c'est de télécharger l'application sur leur téléphone mobile. C'est vraiment très important. C'est une manière de protéger nos proches et nos clients. Que Dieu nous protège de cette pandémie. C'est un dispositif lancé par l'État pour renforcer la lutte contre la propagation du Covid-19. Elle s'inspire de nombreuses expériences menées dans des pays développés et qui ont contribué à stopper le virus à travers cette application intelligente et avec bien sûr le respect des gestes barrières. Lancée le 1er juin dernier, l'application basée sur la technologie Bluetooth et dont l'application est volontaire informe ses utilisateurs en cas de proximité physique prolongée avec un autre utilisateur qui s'avère positif au Covid-19 dans les 21 jours qui suivent le contact. Le jour où on pourra se déplacer librement, cette application va devenir indispensable. Selon le ministère de la Santé, l'application Wiqaitna a franchi en quelques jours le million de téléchargements. Elle s'avère particulièrement utile à la veille du début de l'assouplissement des mesures de confinement, tout en respectant strictement les données à caractère personnel. Nous terminons cette édition avec un tour d'horizon de l'actualité sportive. Tout d'abord en France, où l'Olympique lyonnais a vu son recours rejeté par le Conseil d'État au sujet de la remise en cause de l'arrêt définitif de la saison. En Espagne, la reprise de la Liga se prépare. Les premiers matchs se joueront à partir de demain. Et enfin, une nouvelle réunion aujourd'hui du CIO au sujet de Tokyo 2020. Marwan Zrari. Saisi par l'Olympique lyonnais qui exigeait la reprise du championnat français, le Conseil d'État a rejeté hier le recours du club. Un coup dur qui n'a pas empêché le club de Jean-Michel Aulas de ne pas rendre les armes. Dès mardi soir, Lyon prenait acte de cette décision mais maintenait sa volonté de voir la saison reprendre. Selon l'OL, la LFP a toujours la possibilité de reprendre le championnat selon une formule adaptée et conforme à la circulaire UEFA du 23 avril dernier pour aller au bout de la compétition et permettre une issue du championnat basé sur le mérite sportif. Le Conseil d'État a par ailleurs suspendu la relégation en Ligue 2 d'Amiens et de Toulouse en invitant les instances du football français à réétudier la question. La Liga reprend ses droits dès demain pour la 28e journée du championnat d'Espagne. Le programme propose 3 derbys à Séville, à Valence et au Pays Basque, tandis que Barcelone et le Real Madrid entrent en piste ce week-end. L'affiche andalouse entre Séville et Betis ouvrira donc le bal de la reprise de la Liga demain soir. Le patron de la Liga, Javier Tebas, a promis du football tous les jours jusqu'à la fin du championnat prévu le 19 juillet. La commission exécutive du CIO, Comité international olympique, se réunit cet après-midi à Lausanne, en Suisse, pour suivre l'état d'avancement de la préparation de Tokyo 2020. À 408 jours de l'échéance, le président de la commission de coordination, John Coates, a présenté depuis l'Australie un rapport détaillé de l'état d'avancement et de mise à niveau de l'organisation des Jeux. Le patron des JO à Tokyo, Toshiro Muto, a déclaré, lui, dans une présentation virtuelle faite au CIO, que les prochains Jeux d'été seront simplifiés et ne se feront pas avec une grande splendeur. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Cette audience accordée au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourreta, porteur d'un message verbal de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a été reçue à Tunis par le président Kais Saïed. Selon un communiqué de la présidence de la République tunisienne, Nasser Bourreta, émissaire du souverain, a à cette occasion transmis les salutations de Sa Majesté le roi au chef de l'État tunisien. Ce message royal porte sur les relations bilatérales, les moyens de les développer davantage et la situation au niveau régional et international. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit.